Bonjour, merci à vous toutes et tous, fidèles auditeurs de la chaîne Lueur. Et plutôt que de continuer à l'appeler chaîne, j'aimerais l'appeler canal. Car pour avoir connu un grand pratiquant de la langue des oiseaux, l'image de la chaîne est un peu trop contraignante et celle du canal un peu plus ouverte. Nous vous rappelons que vous pouvez nous soutenir soit en cliquant sur le bouton rejoindre, soit encore en utilisant les merci rémunérateurs ou en utilisant notre compte PayPal. Aujourd'hui, nous allons essayer de nous plonger dans une théorie de la conscience assez peu connue et qui, je dois le dire, me laisse un peu dubitatif. Je ne sais pas quoi en penser, mais c'est une théorie qui existe et peut-être pourrez-vous m'aider à la comprendre. Son auteur est Robert Lanza, un scientifique et médecin américain qui a fait partie de l'équipe qui a cloné les premiers embryons humains à un stade précoce, ainsi que la première équipe à générer avec succès des cellules souches à partir d'adultes en utilisant le transfert nucléaire de cellules somatiques, soit en quelques mots, la pratique du clonage thérapeutique. Robert Lanza a démontré que les techniques utilisées dans le diagnostic génétique préimplantatoire pouvaient être utilisées pour générer des cellules souches embryonnaires sans destruction embryonnaire. Pas étonnant dès lors qu'un biologiste et médecin développe une théorie biologique de la conscience. Sa théorie se nomme biocentrism, ou en français le biocentrisme, et qui reprend les principes de l'idéalisme philosophique et remet en question les notions d'espace, objectivable et d'altérité. Pour lui, Robert Lanza, l'univers n'existerait simplement pas sans la conscience, ce qui est entendable car bien d'autres le disent, comme le très fameux Bernardo Kastrup. Mais la grande différence avec cet auteur est que Bernardo Kastrup, s'il voit la conscience comme primordiale, comme le principe ontologique de base, il ne la rattache pas à une forme, un objet ou un être. La réalité fondamentale, selon lui, est conscience et c'est en se déployant qu'elle explore et s'explore elle-même, créant des perspectives dissociées à l'intérieur d'elle-même. Je vous invite d'ailleurs à découvrir les vidéos de Bernardo Kastrup sur sa chaîne, sur son site internet, ou à voir la vidéo que j'ai réalisée et qui tente une analogie avec l'eau et les vagues pour expliquer cette théorie. En deux mots, j'explique dans cette vidéo que la conscience pourrait être vue comme une étendue d'eau. Quand l'eau est calme, la conscience est dormante. Quand des vagues apparaissent, les vagues se dissocient de la surface de l'eau et deviennent des objets singuliers et temporaires, différents en qualité, en dynamique cinétique, en élévation. On peut très bien désigner une vague du doigt comme un objet séparé de la surface qui pourtant la compose et dont elle n'est pas entièrement dissociée. La vague conscience qui s'élève au-dessus de la surface acquiert une autre perspective sur le milieu dont elle vient. Et quand elle fait un rouleau, comme la vague de Kanagawa, dessinée par Hokusai, et peinte par Hokusai, non seulement elle s'élève, mais se roule sur elle-même, acquérant ainsi non seulement de la hauteur, mais une perspective différente sur elle-même. C'est le principe d'un rouleau, il est exposé à l'extérieur sur sa partie externe, mais est aussi exposé à lui-même dans son intérieur, et cela rejoint l'humain qui est capable de conscience vers l'extérieur, comme les autres animaux, mais aussi d'introspection. On pourrait presque dire que Leonard Cohen et Amélie Nothomb trouvent la confirmation de leur brève élaboration d'un tube pour l'un et de sa métaphysique pour l'autre, mais cette fois à l'opposé, car ici le tube est la condition même de la conscience et non la simple condition corporelle et organique qui nous ramène
à la réalité terrestre. Dans ce modèle, il n'y a pas de différence d'étoffe entre matière et conscience, la matière n'étant que l'aspect que prend la conscience depuis une perspective dissociée. Et au risque de fatiguer ceux qui me connaissent bien, c'est comme dans un rêve. Le caillou dans le rêve n'est pas fait d'une autre matière que l'éléphant ou la rivière, ils sont tous faits de l'étoffe du rêve, notre conscience à l'état de sommeil. Mais revenons à notre auteur Robert Lanza. Celui-ci part du principe que la vie et la biologie sont au centre de l'être, de la réalité et du cosmos, et que la conscience créerait l'univers plutôt que l'inverse. Il stipule, comme par exemple Donald Hoffman, que la compréhension de la conscience est fondamentale pour que nous comprenions l'univers, que les deux, conscience et univers, sont indissociables et interdépendants, voire même que la conscience est première et sans laquelle l'univers n'aurait pas d'existence. Par contre, et c'est là où je n'arrive plus à le suivre, c'est quand Robert Lanza dit que les scientifiques devront un jour placer la biologie avant toute chose et avant toutes les autres sciences, avant d'enfin pouvoir imaginer une théorie du tout. Et c'est, à mon humble avis, là où cet auteur se trompe. Mais essayons de voir ensemble les grands principes qu'il met en avant pour élaborer sa théorie. Il y a 7 principes qui forment le cœur du biocentrisme. Le premier principe est basé sur la prémisse que ce que l'on observe est dépendant de l'observateur. Ça, les physiciens tentent de nous le dire depuis de nombreuses années. Ils soulignent donc que ce que l'on perçoit comme la réalité est un, je cite, processus qui implique notre conscience. Fin de citation. Jusqu'ici, la théorie se tient et rejoint de nombreux penseurs. Le deuxième principe dit que, je cite, nos perceptions externes et internes sont interconnectées. Fin de citation. On revient ici à notre fameux rouleau, à notre vague se refermant sur elle-même, qui illustre un objet ayant une surface extérieure qui se confronte à l'environnement et une surface intérieure qui se confronte à elle-même. Donc ici, toujours rien à redire de mon point de vue. Un troisième principe dit que le comportement des particules est indissociable de la présence d'un observateur. À nouveau, beaucoup de physiciens nous le disent et cela n'est plus à démontrer. Le quatrième principe suggère que la conscience existe obligatoirement et que sans elle, ouvrez les guillemets, la matière reste dans un état de probabilité indéterminée. Fin de citation. On retrouve ici les travaux de Donald Hoffman qui comparent notre réalité à un jeu électronique qu'on jouerait avec des lunettes d'immersion. Quand dans un jeu du style on dépasse une voiture et qu'elle sort de notre champ de vision, la voiture n'est plus calculée par le système. Elle sort de notre champ de vision et devient une probabilité numérique qui réapparaîtra si nous perdons de la vitesse. Mais le calcul de la forme, de la couleur, de la Ferrari sont mis en pause car le système n'a pas besoin de les calculer quand on ne regarde pas cette Ferrari. Il utilise ses ressources pour que le jeu continue. Selon Donald Hoffman, c'est pareil dans notre réalité quotidienne. Mais en plus du calcul de forme et de couleur, il y a tous les autres aspects que nos sens sont capables de générer. Le cinquième principe concerne la structure de l'univers lui-même. Il fait remarquer que les lois, forces et constantes de l'univers semblent être finement ajustées pour la vie. C'est le principe anthropique fort que nous avons évoqué dans une précédente vidéo et qui est un des arguments les plus convaincants en faveur d'une volonté de l'univers de voir apparaître la vie, voire même l'humain. En effet, l'univers semble conspirer et tout faire en son pouvoir pour que la vie apparaisse. J'en avais donné quelques exemples, mais en voici 2 ou 3 pour rappel. Par exemple, le rapport entre la masse du proton et celle de l'électron qui joue un rôle crucial dans la stabilité des atomes. Si ce rapport était différent, les atomes ne pourraient pas former les liaisons chimiques nécessaires
à la création de molécules complexes, essentielles à la chimie de la vie telle que nous la connaissons. Mais pour sortir de l'infiniment petit et d'exemples qui peuvent paraître trop abstraits, nous pouvons aussi citer des exemples plus facilement imaginables, comme le fait que la si massive planète Jupiter exerce une telle force d'attraction qu'elle a dévié de leur route les objets massifs qui auraient pu entrer en collision avec notre planète et mettre fin à la vie sur Terre. La Lune, elle aussi, est à la parfaite distance et à la masse parfaite pour maintenir une inclinaison à la Terre, la rendant viable pour l'apparition de formes complexes. Sans cette inclinaison stabilisée, la vie serait restée à des formes primaires ou n'aurait pas pu se développer. Pour conclure, la théorie de Robert Lanza, les 6e et 7e principes de sa théorie annoncent que l'espace et le temps ne sont pas des objets ou des choses, mais plutôt des outils liés à notre compréhension animale. Là aussi, je ne peux être que d'accord avec lui. Pour reprendre notre exemple de jeu vidéo de course automobile, vous mettrez un certain temps pour dépasser la Ferrari rouge qui vous nargue depuis le début de la partie. Cela dépendra de votre savoir-faire, de votre vitesse et de plein d'autres facteurs liés à votre subjectivité, état de fatigue, stress, etc. Mais le temps que vous allez prendre pour parvenir à dépasser cette voiture n'est pas inscrit dans le jeu sous forme de temps, mais sous forme d'algorithmes qui calculeront vos performances et adapteront vos possibilités de dépasser les autres concurrents basés sur vos capacité au jeu. Le temps n'est pas inscrit dans le jeu. Nulle part, il est écrit qu'un mauvais joueur mettra 20 minutes à dépasser et un bon joueur 2 minutes seulement. Le temps n'a donc pas de réalité au niveau du jeu. C'est vous qui passez un certain temps à débloquer certains algorithmes pour que le jeu continue. Même chose évidemment pour l'espace dans le jeu. Il n'y a pas d'espace autre que celui qu'on vous projette dans les lunettes de réalité virtuelle. Mais arrivé à ce point, Lanza ont conclu que nous portons l'espace et le temps en nous, ainsi que tous les objets qui le composent. Comme, je cite, ouvrez les guillemets, les tortues et leurs carapaces. Fin de citation. Et c'est pour moi la plus grande erreur de toute sa construction, de ramener toute la réalité du monde et de l'univers à la seule réalité biologique. Cela voudrait dire que le biologique est l'alpha et l'oméga de tout ce qui existe dans l'univers. Cela voudrait dire que le biologique est le principe ontologique premier, qu'on ne peut pas creuser plus profondément qu'à ce niveau-là. Cela part aussi du principe que le biologique seul peut être conscient à l'exclusion de toutes les autres choses. Cela écarte donc d'emblée la possibilité d'un univers conscient, car cet univers serait en nous et pas à l'extérieur de nous. Mais qu'est-ce que le biologique, la vie biologique, sinon un des multiples aspects de la réalité ? Prenons une guêpe, par exemple, qui selon cette théorie projette un ensemble de réalités qui lui sont propres et qui forment son univers. Mais une guêpe ne peut être limitée aux seuls diptères amateurs de confiture durant les pique-niques en été. Non, une guêpe n'existe pas sans l'air, les fleurs, ses proies, sa nourriture, etc. Une guêpe est un maillon d'un système infiniment plus grand qu'elle. Tout comme nous sommes un maillon d'un système infiniment plus grand que nous. Nous ne pouvons donc, en tant qu'organisme biologique, être l'alpha et l'oméga de ce système à l'intérieur duquel nous nous trouvons et à l'intérieur duquel nous évoluons. Le biologique ne peut pas être, à mon sens, la cause première d'un système à l'intérieur duquel il est apparu. Pour moi, mais dites-moi si vous trouvez une meilleure explication, Robert Lanza fait ici une erreur d'échelle, car le biologique ne peut pas ne reposer sur rien, être à la base de tout. Le biologique est une des expressions du tout. D'ailleurs, le fait que Lanza utilise la métaphore de la tortue pour expliquer son cheminement me paraît révélateur des limites de son approche, qui est une régression à l'infini. Car le concept de la tortue monde existe dans de nombreuses civilisations, et particulièrement chez les Indiens et Hindous, où ce concept est appelé Akupara. Concept selon lequel le monde repose sur le dos d'une tortue ou sur le dos d'éléphants qui eux-mêmes reposent sur une tortue
Bien entendu, tout cela n'est que métaphore et on ne nous demande pas de prendre cela comme une réalité tangible, ce serait idiot. Mais le fait que ce concept existe et que Lanza utilise l'image de la tortue également peut prêter à sourire et on peut voir une sorte de confirmation d'une idée de réduction à l'infini. Je trouve surtout qu'on peut voir par cet exemple que le matériel ne peut pas reposer sur lui-même, et encore moins le biologique être à la base de toute chose dans l'univers. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de la théorie de Robert Lanza, et merci de m'avoir suivi jusqu'ici. À la prochaine. Ciao.